Bien le bonjour. Au lendemain d'un certain nombre d'événements fort spectaculaires et très peu contributifs au bien commun du Québec et du Canada, il me semble nécessaire d'essayer de ramener les choses dans un cadre plus rationnel. C'est-à-dire suggérer certains éléments de feuille de route qui pourraient mettre en place les conditions qui nous permettront de faire face à ce que sera le véritable défi. Le véritable défi, c'est potentiellement la pire crise diplomatique et commerciale entre les États-Unis et le Canada de l'histoire récente. Et ça, ce n'est pas exagéré de le dire, et c'est ce dont on doit s'occuper. La première étape de ça, c'est d'avoir un Parlement avec un mandat qui soit à la fois stable et adéquatement durable. Et la seule source d'un tel Parlement, c'est l'électorat. Je crois qu'on peut dire, sans tomber dans les attaques personnelles, que la légitimité, pas légalement, mais politiquement, moralement, éthiquement, la légitimité du gouvernement de Justin Trudeau est à zéro, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de rétablissement, d'intervention crédible de la part du gouvernement de Justin Trudeau. Maintenant, si M. Trudeau veut rester aux affaires et veut être celui qui pilotera les conversations à avoir avec le Mexique et les États-Unis, ou pour diversifier nos marchés, le Pacifique ou l'Europe, bien, il doit se présenter dans une élection. Il doit, dans tous les scénarios, avant la fin du mois de janvier, demander à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement pour que quelqu'un aille chercher un mandat, pour qu'un nouveau Parlement soit constitué de telle sorte qu'en sera issu un gouvernement. Puis encore une fois, dans une perspective du Bloc québécois, ce n'est pas problématique et ça ne peut pas l'être. Ce qui sera proposé, si c'est bon pour le Québec, on sera pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on sera contre. Donc, personne n'a à craindre le Bloc québécois, si tant est que ce qui est mis sur la table sert aussi les intérêts du Québec. Je pense que par la suite, rapidement, il faut faire en sorte que Équipe Canada puisse faire son travail sans la distraction de différents premiers ministres à travers le Canada qui se tirent un peu d'un genou et que l'opération de relations publiques et de prise de contact que c'est soit mise en place. Je pense, pour ma part, qu'il faut s'assurer qu'au choix même des régions du Canada et au choix même du Québec, on puisse désigner par l'État québécois ou par le gouvernement ontarien des membres d'Équipe Canada, parce que la réalité économique de l'Ontario et, par exemple, de l'industrie automobile n'est pas la réalité économique du Québec avec l'aéronautique ou la foresterie ou celle des maritimes avec les pêcheries ou celle de l'Ouest avec le pétrole et le gaz. Donc, il faut que chaque région puisse participer activement à ça pour que ça ne devienne pas un exercice qui servira essentiellement à l'Ontario et le pétrole. De la même manière, il faudrait commencer à mettre en place des sites de conversation rapidement, donc après une élection, sur les différents secteurs qui vont être touchés. Je pense qu'on doit accorder, par exemple, une attention particulière au secteur des arts et de la culture, du divertissement, que les Américains vont vouloir remettre sur la table. Bien sûr, le secteur agricole, bien sûr, le bois d'œuvre, bien sûr, pour les Ontariens, l'automobile, bien sûr, l'aéronautique. Et que rapidement aussi, tout le monde qui en a la possibilité, et ça inclut le Bloc québécois, commencer à faire des rencontres avec ces gens-là aux États-Unis. Rappelons-nous toujours, il faut se le dire, que le premier acheteur de produits manufacturiers américains, c'est le Canada. Avoir ces conversations-là. Moi, sans en faire un spectacle au cours des dernières semaines, j'ai rencontré l'ambassadeur sortant des États-Unis, l'ambassadeur du Mexique, des ambassadeurs européens, des ambassadeurs asiatiques, dans une perspective de lecture de la situation, diversification des marchés, perspectives économiques. Je pense que c'est le travail que nous devons faire présentement et mettre un terme le plus rapidement possible au très mauvais spectacle que nous donnons à l'échelle internationale de comment le Canada se prépare à faire face aux discussions avec les Américains
en donnant tout l'espace à l'anecdote et très peu d'espace au fond des choses. Alors, voilà. Le départ de purement politique, qu'est-ce que vous avez pensé de la manœuvre de Mme Freeland? Et est-ce que vous pensez qu'elle se positionne pour devenir l'éventuel chef du Parti libéral? Je serais assez mal à l'aise pour spéculer là-dessus. Là. Si on était assis au 5 à 7 et on prenait un verre, je dirais peut-être « Hey, qu'est-ce que tu en penses? » Dans ma fonction, commenter les choix politiques de Mme Freeland, c'est délicat, mais évidemment, ce n'est pas le contraire de ce que vous suggérez. Elle ne cautionne plus le premier ministre, ce qui peut-être dans une perspective de candidature vaut la peine. Elle dénonce les pratiques budgétaires dont elle a été aux commandes pendant tellement longtemps, de toute façon. C'est un peu pour ça que je dis, on ne peut pas, comme le NPD le fait, simplement désigner Justin Trudeau et dire « Ah, si Justin Trudeau s'en va, tout va bien. » Si Justin Trudeau s'en va, il y a une course à la direction du Parti libéral, puis il n'y a pas d'élection avant l'automne 2025. Donc, on a le même gouvernement, avec les mêmes ministres, la même idéologie et la même usure en place pendant 1 an pour remplacer Jacques par Paul. Ce n'est pas suffisant et ça nous amène au-delà du moment où il faudra poser des gestes. Un peu de la même manière, ce que contenait le fort mince énoncé économique Diète présenté, 1,2 milliard sur 6 ans à compter de 2026 pour faire face à ce qui est l'objet même de la menace du nouveau président américain, du président élu américain, 200 millions par année pendant 6 ans. Et là, on s'imagine que les Américains vont dire « Ah, nous voilà rassurés », alors que le plus gros de la pression migratoire va venir après l'assermentation de Donald Trump et lorsque la neige aura commencé à fondre. Mais il n'y a rien avant l'année prochaine. Toujours sur Mme Freeland, pensez-vous que ça donne des indications, des indices sur les prétentions féministes de M. Trudeau ou la question du genre n'a pas rapport là-dedans? Vous savez, les stations d'information continue ont une pléthore de commentateurs de tout acabit qui vont se faire un plaisir de répondre à ça à ma place. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je vais laisser les commentateurs répondre à ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que M. Trudeau ne devrait pas démissionner maintenant et tout simplement déclencher une Je élection. dis que le NPD demande la démission de M. Trudeau pour se gagner 1 an de plus parce que le NPD a une peur panique de l'idée d'aller en élection, même si, à l'heure actuelle, il s'en sortirait peut-être avec plus de sièges que les libéraux. Mais je ne suis pas psychanalyste, donc je ne fais que constater la conséquence si M. Trudeau accédait à la demande. Alors, M. Trudeau, la meilleure manière pour lui de forcer les gens à se rallier derrière lui, c'est de s'en aller en élection. Et il est tout à fait possible que les gens qui veulent prendre sa succession ne tiennent pas tant que ça à aller à l'abattoir en 2025 non plus. Donc, je pense que le meilleur service à rendre avec un minimum de sens de l'État et de dignité aux Québécois et aux Canadiens, c'est de s'assurer qu'on s'en aille en élection au mois de janvier. Mr. Trudeau seems unconvinced at this point that he is not the person to lead the country. Why do you think that what you're saying right now will change his mind? That calling an election by the end of January 2025, why do you think that will appeal to Mr. Trudeau when nothing else seems to have? I'm not certain that what I say appeals very much to Mr. Trudeau. My job is to say what I believe should be done, and I believe that if he wants to stay where he is now, he needs a mandate, and he does not have one as we speak. The only way for him to get that is to call for an election as soon as possible, because it would be absolutely irresponsible from him to maintain Canada in such an unstable situation for that many months still. If he wants to keep doing the job he does, he's got to go into election. Vous parlez d'élection à la fin janvier, mais vous venez de dire en anglais le plus tôt possible. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à ce qu'il y ait des élections tout de suite dès cette semaine? Je pense pas que ce soit possible avant janvier. Là, écoutez, les gens ne seront pas à l'écoute à partir du moment où on est à 1 semaine de Noël. Il faut être réaliste. Là. Je pense qu'on ne peut pas faire ce coup plate-là à la population du Québec et du Canada, qu'il ne se passera rien de majeur au cours des prochaines semaines et que dès janvier, le premier ministre pourrait décider d'appeler une élection, de demander à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement. Là. Exiger une élection demain matin me semble peu réaliste, là, mais
c'est la même chose le début janvier. Do you think it's a good idea to have an election in January? Do you think it's a good idea to have an election in January when Donald Trump will also be inaugurated that month? I do not see any relation between Mr. Trump's inauguration and the Canadian election. He will be inaugurated on January 28th, either we like it or not. And as soon as possible, we should have a new parliament, out of which will come a new government, which will, in any case, be closely under surveillance by the Bloc Québécois. And we'll try to get out of those issues as best as we can. I believe that we should look forward for common goals with Americans and Mexicans and find ways to achieve those goals together instead of fighting through tweets. You've said... Vous ne croyez pas qu'il arrête... Juste dans une élection, si M. Trudeau quitte et que vous affrontez au Québec un autre chef libéral, est-ce que ça pourrait vous désavantager? Je ne connais pas de chef libéral potentiel avec lequel j'aurais un problème à avoir des conversations lors de débats qui présenterait l'avantage de ne pas permettre à M. Poilievre de se sauver davantage. Donc, moi, n'importe qui, n'importe quand. Par rapport à la situation avec Mme Freeland, est-ce que vous craignez que cet incident-là, cette situation-là isolée, ait des répercussions négatives à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, quand on voit le tweet de M. Trump ce matin? En fait, je pense que la lettre de Mme Freeland est davantage la conséquence de quelque chose que la cause de quelque chose. Elle a été traitée de façon très inélégante par le premier ministre qui lui a demandé de se faire l'instrument de quelque chose qui était à son propre détriment à elle. C'était inévitable que tôt ou tard, il y allait avoir des fractures béantes qui allaient apparaître dans ce gouvernement-là. Maintenant que le président élu des États-Unis décide de rigoler encore avec ça, ce qui semble être sa nouvelle pratique, c'est pas très surprenant. Il a développé un certain talent pour s'asseoir au milieu du terrain et faire danser tout le monde autour de lui. Et il le fait avec amusement dans le cas du Canada, parce que le Canada semble incapable de définir une posture commune et forte entre ces différents acteurs. C'est la raison pour laquelle ça prend une élection fédérale le plus vite possible. Je ne dis assurément pas que le Canada est fort à l'heure actuelle. L'un des problèmes que ça pose de ma perspective du Bloc québécois, c'est que la faiblesse du Canada affaiblit aussi le Québec et qu'il est absolument irresponsable. Il n'y a aucune façon morale de justifier que par ambition personnelle, un premier ministre puisse se permettre d'être aussi nuisible, dangereux et malfaisant pour l'ensemble de la population du Québec et du Canada, plutôt que de s'en remettre en démocratie au choix de la population qui composera un nouveau Parlement avec lequel on sera en mesure, dans tous les scénarios, de travailler ou obligé de travailler pendant quelques années. Pourquoi dites-vous que M. Trudeau a traité Mme Freeland de façon inélégante? Je veux dire, Mme Freeland avait quand même fait des annonces préénoncées économiques jusqu'à ce qu'elle décide de ne plus le lire. À moins que le travail de mes amis journalistes n'ait pas été minutieux, je pense qu'il l'a été. La volonté du premier ministre était que Mme Freeland lise le discours d'un énoncé économique avec lequel elle était en désaccord, sachant très bien que dans les jours suivants, on allait lui demander de se retirer de sa fonction, impliquant qu'elle prenait la responsabilité d'un énoncé économique extrêmement impopulaire compte tenu des déficits qu'il contient, et qu'on la remplace par quelqu'un d'autre qu'on allait présenter comme étant le sauveur économique du Canada. Et je suis convaincu que cette personne-là n'aurait pas été Dominique Leblanc. M. Poilievre dirige ses attaques maintenant ou met la pression sur le NPD de Jack Meeting. Vous voulez aussi des élections. À qui revient la vraie responsabilité en ce moment? Qui a le plus de pouvoir? La balle est dans le camp de qui pour déclencher des élections? Et quel est votre message pour M. Singh? On est confronté à une situation qui n'a rien de nouveau. Ça fait maintenant près de 3 ans que le NPD dit non, vote oui. Que le NPD grognasse vaguement contre les libéraux avant de voter avec les libéraux parce qu'ils sont en détresse à l'idée même de se retrouver en élection pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, là.
s'il y avait un vote de confiance, qui est la manière légale et contraignante de forcer la fin de ce gouvernement-là, puis que le NPD votait avec les libéraux, on n'est pas plus avancé. Donc, pour l'instant, puis on a vu hier l'espèce de triple salto arrière de M. Singh, dire, bien, on veut la démission de M. Trudeau, mais pas nécessairement la fin du gouvernement, mais on verra peut-être selon les circonstances, ça dépend du vent mercredi prochain. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Tout le monde devrait être prêt à s'en remettre à la démocratie dans une situation qui fait figure de crise. Et au premier chef, ça devrait être le cas aussi de M. Singh, qui est présentement la principale raison, sinon la seule raison pour laquelle le gouvernement de Justin Trudeau est encore au pouvoir et menace le Québec et le Canada de devoir affronter les Américains lors d'une négociation avec un genou à terre, un état de faiblesse grave et une division connue partout maintenant, là. Lorsque les erreurs de M. Trudeau sont le lendemain matin dans The Economist, il y a des lecteurs de ce magazine-là qui ne demeurent pas à Drummondville. C'est parce que c'est rendu très large. Lorsqu'on fait des commentaires à l'encontre du président américain dans l'appareil média canadien et québécois, qui est bien intéressant, mais qui n'est pas le plus gros au monde, la réponse du président américain ou d'Elon Musk fait le tour du monde. Les dommages causés par ça sont majeurs et M. Singh est le principal instrument de maintien au pouvoir de Justin Trudeau présentement. You've said Quebecers and Canadians are not really interested in an election in the last few weeks, but you seem to think that that's now changed. Can you explain how? Is it yesterday's events? I'm not sure you understood well what I said. Canadians and Quebecers, I believe, want an election, but they do not want this election between Christmas and New Year's Eve, which is logical. So January is tomorrow morning. So let's do this tomorrow morning. Je prends revenir au départ à Mme Freeland. Vous avez vu peut-être le message de M. Trump hier. À la limite, il a l'air de présenter ça comme une bonne nouvelle. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un avantage collatéral de faciliter les choses si le gouvernement libéral était appelé à renégocier l'ACUM? Vous vous rendez compte que vous posez exactement, c'est normal, là, mais le genre de questions que M. Trump veut qu'on se pose. Il faut qu'on commence à gérer la politique canadienne selon un gazouillis de Donald Trump à 10h36 hier soir. Il a juste à écrire sur son propre réseau social, faisant rouler sa propre business au demeurant, puis on va passer nos journées à essayer de réagir à ce que le président élu des États-Unis dit, alors qu'à l'intérieur du même message, il y a à la fois la répétition de cette mauvaise blague du 51e État et de Justin Trudeau, mais une dénonciation de Mme Freeland, dont il a dû avoir de la misère à se rappeler du nom, parce qu'il n'a pas beaucoup d'idées de son existence. C'est pas lui qui négociait, là. On s'entend que Mme... Il veut pas de décide, Mme Freeland. Mme Freeland n'était pas à Mar-a-Lago récemment. Mme Freeland n'est certainement pas une intime de Donald Trump. Il y a du monde autour de lui, de la même manière qu'il n'est pas du tout évident que le premier ministre Trudeau soit un intime de tous les négociateurs américains, là. Il y a quelqu'un qui a fabriqué avec le président élu ce message-là dans le but de nous envoyer encore une fois courir dans toutes les directions comme des poules décapitées. Puis en général, ça marche. Puis il faut que ça arrête de marcher. You talked about how you think Mr. Trump sees us. Why do you think that international partners see us in the same way that you're describing? I'm not saying that international partners see us the way I describe. What I say, however, is that Canada is the first member of the G7 that will be facing so closely negotiations with the Americans because Donald Trump decided so. And everybody will be looking at us, how we will react, how we will adapt, what we will do. But we have advantages. Canada is member of a free trade agreement with Asia, Pacific zone. And Canada is part of a free trade agreement with Europe. United States are members of none of the two. This is where we should look at in terms of trade for the coming years. We will not be able to make major changes very rapidly, but we have to start working logically toward
what are our needs and become less dependent on United States for our trade. This is the way we will get respect from Americans, and we will have to start speaking with the people over there who make decisions. There are in several states in the United States people who gave money to Donald Trump for his campaign and now would call him and say, please don't do that. We do business with Quebec, we do business with Canada, and it's good for us. We have to speak to those people. We have to stop fighting between ourselves, and this is what I said when we had this private meeting with Mr. Poilievre and Mr. Trudeau and Mr. Singh and Mrs. May. We have to try to present a more united front, and we are always dealing with inside crisis, one following the next, and there's only one solution to that. Let's be responsible. Let's call an election before the end of January. Merci tout le monde. Merci bien. Joyeuse fête tout le monde. Au plaisir.